Cette semaine, dans le balado, on fait des films et on forme une alliance longtemps souhaitée. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut. Ben, je pensais que tu aurais dit on fait des films et on rit des films. Ah parce que... oui, ça aurait très bien pu faire, effectivement. Écoute, je sors de mes vacances, exceptionnellement parce que je pense qu'on avait probablement 2 des films les plus attendus de l'année là, parmi les cinéphiles. Alors, je pouvais pas louper ça. Ouais, c'est ça. Puis en plus, on y reviendra. 1995, lui, prend l'affiche comme mercredi prochain. On enregistre le vendredi, donc le 31 juillet. Mais on trouvait que c'était quand même le fun de parler des 2 films. Puis on y reviendra après. C'est moi qui va tomber en vacances. Fait qu'on va peut-être avoir un petit gap d'épisodes. Fait qu'on voulait pas passer à côté de ce film très attendu-là. Ce film-événement. Et l'autre, ben, c'est Deadpool, que ça fait combien de temps? C'est 2018. Ouais, mais pour Deadpool, excuse-moi, puis le dernier MCU, c'était-tu les Gardiens de la Galaxie ou il y en a eu un... Ah non, il y a eu les Miss Marvel. Les Marvels en novembre. En novembre, OK. Ouais. Fait que ça fait quand même un 9 mois, puis qui avait été un gros flop niveau financier. Ouais, ça n'avait pas répondu aux attentes de Disney. Alors là, c'est le retour de personnages parmi les plus appréciés, Deadpool et Wolverine, enfin réunis ensemble au grand écran. Mais avant d'en jaser plus, est-ce que les attentes seront à la hauteur? Un petit tour d'horizon d'actualité. Écoute... Là, il y a le Comic-Con de San Diego, qui est le papa des Comic-Con aux États-Unis. Ben oui, parce que la bande dessinée est présente, mais c'est plus un gros showroom pour les grands studios américains. C'est le plus gros de tout. T'es jamais allé, hein? Je suis jamais allé, effectivement. Écoute, pour obtenir des passes, ça se vend comme en 30 secondes lorsqu'elles sont immédiatement mises en vente. C'est ça, fait que dans le fond, il ne faut pas que tu bookes ton voyage avant. Tu essaies d'avoir des passes, puis si tu es là, tu y vas. Tout à fait, à moins de payer des prix fous comme le Super Bowl pour y avoir accès. Est-ce que c'est sur ta bucket list? Écoute, je sais pas. Parce qu'en même temps, des fois, ça reste des Funko Pop, puis... Ben, c'est ça. Ça ressemble quand même pas des mal. Des files d'attente, là. Oui, c'est ça. C'est sûr que toutes sortes de discussions et tout ça, là, on a accès quand même aux plus grandes stars, on s'entend, que ceux qui viennent à Montréal ou Ottawa. Ouais, mais encore là, c'est des suppléments. Tu sais, on est allé... quand on faisait la tournée avec l'équipe de Faradar, moi, c'est la seule fois que j'étais allé à Québec puis à Montréal. Puis tu sais, j'aime bien faire le tour des exposants, mais j'ai comme rien acheté. C'est pas vrai, j'ai acheté une BD de Jake Dion, mais tu sais, j'aurais pas eu besoin de Comic-Con pour ça. Mais je veux dire, après ça, même s'il y avait, je me souviens plus, c'était qui? C'était le gars de Terminator, là? Mais pas Schwarzenegger, mais l'autre, là. Robert Patrick. Ouais, c'est ça, mais tu sais, j'aurais pas payé 200$ pour une photo puis un autographe. Comme... Même s'il y avait, je sais pas qui, Chris Evans, je paierais jamais 500$ pour... Non, c'est ça. Mais ce qui est fun, mes intérêts à moi, là, c'est d'avoir accès aux animations, aux rencontres, aux Q&A. Que là, c'est comme je dis, les grands studios annoncent en grande pompe les prochains projets de la prochaine année. Ça fait beaucoup de P. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Mais je pense qu'honnêtement, si j'en fais un, c'est peut-être plus sur la côte est américaine, honnêtement. New York, Boston. Qui doivent être plus accessibles aussi. Ben oui, c'est ça, effectivement. Là. Fait que c'est beaucoup moins cher. Mais écoute, si on me l'offrait, je dirais pas non quand même. Là, mais payer le gros prix, je ne sais pas à quel point. Mais c'est sûr qu'on va avoir donc beaucoup d'annonces à venir dans les prochains jours. Je ne sais pas si on est dans leur mire des couvertures médiatiques. Il faudrait changer balado pour podcast déjà. Ouais, ça aiderait. On a déjà des gens de couvrir le Festival du film de Toronto. On en parlera. Mais, OK. Oui, la porte est ouverte. Alors, qui c'est un jour peut-être le Comic-Con de San Diego. On peut commencer par... Y a-tu gros le Comic-Con de Toronto, mettons? C'est le Fan Expo qui a lieu au mois comme l'autre compagnie qui ça. fait des événements. Qui est très gros. C'est le plus gros au Canada. OK. Là, c'est assez impressionnant. Je ne suis jamais allé, mais quand je vois la liste de gens qui sont présents, c'est quand même... ça c'est un que je ferais, effectivement. Tout dépendant qui serait invité. Il y a quelques années... Le taux de change n'est pas désavantageux aussi. Effectivement. Mais il y en a un que j'ai... Il y a une année, je suis regretté de ne pas y aller, mais là, je ne pouvais pas. C'était une question d'horaire, tout ça, mais tu avais eu la réunion des comédiens de Back to the Future. OK. Fait que tu avais eu... Je pense que c'était peut-être pour 2015. Je pense que c'était ça. Je pense que c'était pour le 30e. Avec tu avais eu Michael J. Fox, Lea Thompson, Christopher Lloyd, lui qui joue Biff aussi. Zemeckis, c'était-tu là aussi? Non, pas le réalisateur, mais les 4 comédiens principaux. Fait que ça a été cool. Fait que bref, fait que voilà. Mais si on reste dans les annonces, déjà, il y a Kevin Feige
qui est le grand Manitou des studios Marvel pour Disney, qui a parlé un peu hier, parce que Marvel va être de retour cette année pour San Diego. Et il a confirmé que... Qu'il allait tout rebrasser, sûrement. Non, que Hugh Jackman semble être dans le giron de Marvel et dans son rôle de Wolverine pour un petit bout encore. Ben, c'est drôle parce qu'on y reviendra, mais il y a beaucoup de blagues et de sous-entendus là-dedans dans le film. Hein? Effectivement. Mais Feige a vraiment confirmé qu'il n'allait pas tout de suite dans une autre direction. Donc, le personnage n'était pas recasté pour une nouvelle itération à venir. Mais on sait que les mutants vont faire partie de la prochaine phase des projets Marvel après les 2 films d'Avengers en 2026 et 2027. Donc, est-ce que You, dans 3-4 ans, va être... je pense qu'il y a encore la shape, là, si on le regarde aller. Est-ce que ça va être encore? On verra bien. Sûrement si le chèque est intéressant. Ouais, parce qu'au final, il avait dit qu'il avait arrêté à cause de ça, entre autres, là, que c'est des rôles, c'était épuisant de se mettre en forme. Cet accent, pour un comédien de 60 ans, pas loin de ça, là, Jackman, ouais. Fait que faut le faire. Puis justement, restons dans les nouvelles Marvel. On a, pas confirmé, mais les rumeurs s'intensifient que les frères Russo... On a parlé un peu, Francis puis moi, la semaine passée. Ça, je ne savais pas s'il y avait parlé, donc il reviendrait pour justement tourner les 2 prochains. Ouais, puis ça semble être au point que si on en parle autant, c'est que ça va se concrétiser. Ça doit se négocier. Exact, tu sais, c'est drôle parce que tu sais, les Russo sont allés faire des films de leur bord et tout, mais ils n'ont pas vraiment connu de succès avec ça. Ouais. Fait que c'est un peu bizarre que. C'est un peu bizarre, c'est un peu comme eux reviennent aussi dans la machine à succès, mais aussi Marvel est comme, on a un peu besoin de vous peut-être pour s'aligner parce que là, on sait pas où aller, fait que c'est comme... C'est donnant comme pour les deux sont allés voir un peu ailleurs, mais en fait, finalement, je pense qu'on n'avait pas fini ce qu'on devait faire ensemble. Là. Ben oui, puis tu sais, c'est normal aussi quand tu passes, ils ont dû passer 5-6 ans à faire les 2 Avengers, c'est une énorme portion de ta vie consacrée à 2 films, fait que je pense que c'est tout à fait sain et normal de dire on a le goût d'aller faire autre chose, puis pas être toujours cantonné dans ce type d'univers-là. Puis, écoute, on verra bien si c'est ça. Mais il y avait Sean Levy, quand même, qui, justement, vient de réaliser ce dernier Deadpool, qui était dans le mix aussi, qui avait été... Mais je pense qu'il a refusé, c'est ça? C'est ça, lui? C'est ce que j'ai pu comprendre. D'accord. Probablement qu'il a vu l'ampleur de la tâche. Peut-être, effectivement. Puis, je sais que lui, c'est pas quelqu'un qui aime tourner des suites. D'ailleurs, on en parlera, mais Ryan Reynolds était comme un peu surpris qu'il ait accepté lorsqu'il lui a demandé de tourner. Là. Okay. Fait que bref, on y reviendra pour Sean Levy. Mais, un peu ça du côté de Marvel. Sinon, dans les nouvelles, écoute... Restons dans l'univers Disney. On avait parlé il y a peut-être 2 semaines avant que je quitte que Inside Out 2, sans dessus 2, approchait une marque, un milestone. Mais là, est-ce qu'il a dépassé Frozen? C'est fait officiellement cette semaine. Sans dessus 2 est le film d'animation. Le film d'animation le plus lucratif, ou en tout cas, il a récolté le plus d'entrées au cinéma. Ouais, puis là, je pense qu'il commence son 6e week-end, fait qu'il est pas mort. 6 semaines. Ouais, non, c'est ce qui est impressionnant. En 6 semaines. En fait, c'est en 5 semaines. Il commence le 6e. Ouais. Fait que... Alors, il a franchi 1,4,6 milliard, dépassant le 1,45 de Frozen 2 en 2019. Fait que là, ça le place. Est-ce que tu as noté combien de temps actuellement? Je pense que c'est 13e dans le... tout film confondu. Mais là, les mauvaises langues peuvent dire ouais, mais Le Roi Lion 2019, c'est un film d'animation, même si c'était fait par ordinateur. Mais Disney, eux, le traite comme un film live action, une prise de vue réelle, même si c'est n'importe quoi. Là. Bon. Fait que lui, quand même, il est à 1,66, donc 200 millions de plus qu'Inside Out 2. Là, les chiffres sont moins gros là, de semaine en semaine, évidemment. Là, on fait des petits week-ends de 8-9 millions. Mais s'il est à l'affiche encore 8-10 semaines, là... Et surtout à l'international, j'ai pas remarqué où il est rendu, mais tu sais, s'il récolte justement 15-20 millions aussi à l'international, écoute, c'est plausible, ça risque d'être très serré, mais on verra bien probablement d'ici la fin de l'été. Mais si ça se fait, ça va être incroyable. Déjà là, que film d'animation dans la plus pure tradition, c'est lui le top. C'est un retour en force incroyable pour Pixar et Disney, là, parce que depuis quelques années, on sait que leur projet avait moins bien fonctionné. Alors, ils doivent sabrer le champagne, assurément, chez Disney. Il est déjà en train de se dire, bon, Inside Out 3, qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est certain. Sinon, écoute, j'avais-tu d'autres choses dans l'actu? Ah oui, 2 autres trucs avant que j'oublie. Ça, c'est sorti en librairie il y a quelques semaines. Il y a Michael Mann qui a écrit une suite à son fameux Heat Tension.
Ouais, ben on en avait parlé il y a genre 1 an qu'il écrivait ça. Donc, c'est arrivé, c'est sorti tant en français qu'en anglais. L'as-tu lu sur la plage? Non, je l'ai pas lu. Mais je trouve que c'est quand même un projet curieux. Que Michael Mann écrive un livre. On sait que c'est plus un cinéaste scénariste. Donc, il aborde en premier lieu sous cette forme-là. En même temps, c'est une histoire qui se déroule avant le film après le film. C'est une méthode Oreo. Moi, c'est ça. Le film est un sandwich entre les deux. Parce qu'on suit évidemment le personnage du détective dont j'ai oublié le nom, mais incarné par Al Pacino, avant qu'il croise le personnage de Robert De Niro. Mais la deuxième partie du livre, c'est lorsqu'il poursuit le personnage de Val Kilmer, qui n'attrape pas dans le film, qui s'était comme sauvé. Alors, il part à ses trousses. Mais Michael Mann a l'intention d'en faire un film aussi. Alors, mais je pense qu'il avait lancé le livre dans le but d'en faire parler pour. Je pense que il est en mode, je dis ça poliment, mais vieux cinéaste qui veut faire un film à tout prix. Là. Ouais. C'est ça, comme Coppola a fait. Peut-être. Ça veut pas dire que c'est mauvais. Puis, il vient de faire Ferrari et des choses comme ça. Là. Il est encore apte à faire des films, mais je pense qu'il y a de la misère à avoir du financement pour ce projet de grandeur. Oui, peut-être. Mais en même temps, Heat est quand même. C'est sûr qu'à l'époque, ça n'avait pas été un immense succès au cinéma comparé à d'autres films, mais c'est devenu culte. Très iconique, très culte depuis tant d'années, que c'était un des très bons films policiers de policiers voleurs, de braquage, puis on est beaucoup du côté des voleurs, puis du côté des polices, puis des polices imparfaites, là, qui n'est pas divorcé 2-3 fois, puis etc. Mais là, vraiment, la grosse question, c'est s'il fait un film... Là, il faut qu'il recast tout le monde. Faut qu'il recast ça, effectivement. Là. Fait, écoute, j'ai hâte de voir. Les rumeurs disaient que c'était Adam Driver qui pourrait jouer là, il va falloir Pacino, prendre une petite pause de Driver, ouais, peut-être. Là, en tout cas, fait reste à ça à suivre. Mais bref, le scénario sera en chantier d'écriture, puis il espère tourner ça pour la fin de l'année, début 25. Fait que ce serait pas étonnant peut-être pour la fin de l'année 2025, qui ferait le 30e anniversaire de Heat, qui était sorti en 95. Fait que ça pourrait coïncider. Mais ouais, ça peut être un projet un peu casse-gueule. Bref, attendons voir. Puis sinon, écoute, une belle initiative que je vais juste souligner du Festival du cinéma de la Ville de Québec pour sa prochaine édition qui va avoir lieu en septembre. Je ne sais pas si vous avez ça passé, le 13 septembre, le vendredi. On va faire une soirée événementielle Ricardo Troggi où on va projeter ces 3 films, 1981, 87 et 91, un à la suite de l'autre. Donc, j'imagine que le premier va débuter autour de 20h, 21h là, à la Brunante et se poursuivre jusqu'en début de nuit. Ah, c'est ça. Je savais qu'elle allait les repasser, mais j'avais pas compris que c'était une grosse soirée extrême. Une grosse soirée marathon, cinéma à la Place du Ville, donc gratuit en plus. Fait que je trouve ça chouette. Je sais pas si tout le monde vient pas mal de s'y retaper à gauche puis à droite, qui sont sur pas mal toutes les plateformes, mais en formule gratuite, ça fait pas de mal. Là, c'est ça. S'il fait beau cette soirée-là, ça peut être une agréable soirée. Aller entendre Sandrine Bisson crier « Ricardo! » Ou Caramel dans le premier. Oui, Caramel! BA, les bandes annonces 2, je pense, cette semaine. À moins que je me trompe, que je n'ai-tu loupé. Les plus majeurs. Écoute, il y a toujours des bandes annonces de films d'horreur indépendants, machin. Là. Mais A Complete Unknown, que c'est ça, l'inconnu total. De James Mangold, qui... Je me trompe-tu ou c'est lui qui a fait Logan? C'est-tu James Mangold? C'est lui qui a fait Logan. Et Indiana Jones aussi. Voilà. Jones, il touche à plein d'affaires. Ouais. Et là, il va aller toucher au cœur des Américains avec un biopic, un film biographique musical sur Bob Dylan, incarné par Timothée Chalamet. Et de ce qu'on peut voir dans les images, écoute, je pense que on peut tout de suite mettre une nomination aux Oscars. Ah oui, c'est et potentiellement l'Oscar aussi. Ouais, à voir ça va être quoi les autres, mais oui. Il y a aussi Edward Norton, Elle Fanning. C'est pas très clair quand ça sort. On parle de décembre. Moi, j'ai l'impression d'être une sortie plateforme. Qui fait que nous, soit on va l'avoir, une espèce de film bizarre qui sort le 25 décembre ou genre le 15 janvier, là, une couple de semaines plus tard, mais où on veut se positionner pour les Oscars, pour tout, c'est parfait. Moi, je suis pas un très grand connoisseur de Bob Dylan, je dois admettre. Puis d'ailleurs, tout est dans tout parce que c'était dans 1991 de Ricardo Troggi quand il rencontrait Arturo là, dans son voyage en Italie en train et tout, puis il jouait Like a Rolling Stone. Puis Troggi a dit que c'est genre la toune la plus dispendieuse que ça y a coûté de toutes les genre 10 films qu'il a fait. Là. J'ai jamais une toune qui a coûté aussi cher que ça. J'ai dit, je peux pas vous dire exactement combien, mais mettons que j'aurais pu acheter une maison à la place. Donc j'imagine une coupe de 100 000, là, ça doit être ça.
Fait que, bref. Fait que je sais pas si faire un biopic, si tu repayes tous les droits d'auteur puis tout est ultra cher, ou s'il fait un genre de prix d'amis, vous dites, vous faites un film sur moi, je vais prendre un cachet sur l'ensemble du projet plutôt que... Donnez-moi 1 million, puis je vous donne tout l'accès. Ouais, c'est ça, ou un pourcentage des droits, puis ouais, c'est ça. Fait que, ouais, je sais pas si il cautionne le film, dans le fond, là. Mais je pense que ça va être un des gros... films des Oscars et tout, et avoir, et ben, Chalamet dans une lignée de un gros film aux 6 mois, un film dans chaque temps des fêtes où il chante, avec Wonka l'an dernier. Avais-tu d'autres choses à dire sur Bob Dylan? Écoute, visuellement, ça a l'air vraiment beau, ça a l'air très léché aussi. Évidemment, le film se déroule dans les années 60 avec l'arrivée de Dylan sur la scène de la contre-culture. Je pense que c'est vraiment Chalamet qui chante, fait que j'ai bien hâte de voir ça. Mais effectivement, l'angle avec l'abandonnance a l'air plus intéressant de comme un peu un... Es-tu à New York, genre? Quelque chose que ça arrive. Comme l'outsider qui arrive à New York. C'est ça, ce jeune inconnu avec sa voix puis sa manière de jouer différente puis qui va, comme, par sa poésie, bouleverser et toucher les gens. Plutôt que il est né et il va à l'école primaire et on dit tu seras jamais capable de rien, Robert, et je sais pas trop. Fait que... Mais Mangold, en fouillant un peu, j'avais oublié que c'est lui qui avait fait aussi la bio de Johnny Cash, Walk the Line, en 2005. Donc, il est habitué au genre. Et il le fait bien. Alors, moi, j'ai bon espoir que ça devrait être très intéressant. Puis, comme tu dis, moi non plus, je ne connais rien à la vie vraiment de Dylan, fait que j'ai hâte de découvrir. Tout simplement, puis je sais que c'est inspiré, je pense, d'un livre autorisé aussi, là, tout ça. Fait que intéressant. Sinon, allons complètement ailleurs. Nouveau film québécois, on fait une coprod, parce que, ça se déroule beaucoup dans les Alpes françaises, mais de Sophie Desrasques qui nous avait donné L'étonnant Antigone il y a déjà, en 2019. Ouais, 18-19. Fait que ça fait déjà un petit bout. Là. Je sais qu'elle a bifurqué un peu vers la télévision, mais donc deuxième long métrage pour elle. Oui, Berger, au pluriel. Alors, on va suivre c'est un Québécois, c'est ça, qui, je sais pas, met tout de côté puis veut devenir berger. Pourquoi pas? Donc, on va voir beaucoup ce métier-là, mais berger, c'est pas... moi, je pensais que c'était comme, j'ai mon troupeau chez nous, puis je gère ça de même, puis je tombe mes moutons, mais c'est plus très westernish, là, on les fait traverser les Alpes. Dans le fond, je te confie ces moutons-là, tu dois les amener X nombre de dizaines de kilomètres plus loin à travers les montagnes, puis il y a des intempéries, puis la vie est difficile, puis il faut que tu apprennes à faire ça. Puis tout le monde dans le film, c'est contemporain. Fait que sont en train de dire t'es tombé sur la noix de coco, là. Pourquoi t'es en train de faire? C'est ça ton plan d'avenir. Fait que peut-être qu'on va découvrir un peu qu'est-ce qui l'a chamboulé à faire ça. Mais le film a l'air extrêmement beau. Et j'espère qu'on va avoir l'occasion aussi de jaser avec Sophie Desrasques à un moment donné quand ça sortira. Je pense que c'est mi-novembre. Oui, effectivement. Parce que ça doit être un tournage éprouvant et extrêmement difficile. Diriger des animaux, de la météo, du plein air, tout est là pour être tough, je pense. Vraiment, tout à fait. Un beau défi physique, mais effectivement, tu l'as dit, ça a l'air vraiment très classique, mais classique bien fait. Je pense que ça va vraiment plaire à un bon public. Captivant, là, comme je trouve. C'est sûr que ça doit être rythmé. Là. Tu filmes, je sais pas, 1000 moutons là, qui se promènent et tout. Puis j'avais noté, c'est inspiré vraiment d'un récit, donc d'une vraie histoire de... j'ai-tu noté de Mathias Lefebvre, excuse-moi. Mathias Lefebvre, je ne sais pas si je le prononce correctement, qui avait publié ce récit-là. C'était-tu comme biographique? Oui, c'est un peu, ça, là? Tout à fait. Et d'ailleurs, il a co-scénarisé le film avec Sophie Desrasques aussi, qui est interprété cette fois-ci par Félix-Antoine Dugal, qu'on a plus vu à la télévision, mais qui a une bonne bouille aussi. Je pense que ça peut être un bon breakthrough hit pour ce comédien-là. Fait qu'à suivre en novembre pour Berger. Voilà. Bon. Alors, attaquons. On ramène les morts. Oui, allons-y avec le gros morceau. Le retour du MCU, le nouveau film de Marvel, 34e film déjà de cet univers-là, Deadpool et Wolverine de Sean Levy. Et qui marque beaucoup aussi quand même la fusion Fox-Disney, même si ça fait un bout. On l'avait vu dans Doctor Strange, des X-Men, on avait joué un peu avec ça, mais là, je pense que c'est ici qu'on le marque bien. Et Deadpool le souligne à gros traits dans ses dialogues. Premier film de Levy dans cet univers-là. C'est Ryan Reynolds et Hugh Jackman, puis une autre couple de noms, mais c'est ces deux faces-là qu'on veut. Vous l'avez vu partout sur les promos. Hugh est dans son suit jaune original des cartoons de X-Men. Qu'est-ce qui se passe? Wade Wilson, donc l'alter ego, si on veut, de Deadpool, a rangé son costume de Deadpool. Il combat plus, il fait plus rien. Mais il va se retrouver être kidnappé par les espèces de troupes d'élite de Monsieur Paradoxe et il va devoir, par un genre de charabia d'exposition, si on veut, retrouver l'espèce de solitaire alcoolique qui est Wolverine.
parce que dans sa timeline, c'est celui qui est décédé du film Logan, mais il doit en trouver un autre ailleurs pour l'aider à rétablir ces lignes du temps-là pour sauver son univers puis ses amis. Parce que ce qu'on comprend, c'est quand un personnage qu'on dit iconique à cette timeline-là, de cette ligne du temps meurt, ça érode tranquillement cette ligne du temps-là qui se meurt elle aussi. C'est ça. Alors, ils essaient de trouver une façon de la sauver. C'est pas mal ça. Là, on ne rencontre pas chacune des péripéties. Là, on va se retrouver dans des drôles de lieux à devoir. Leur défi, c'est qu'il y en a un qui, vous le savez, ferme jamais sa gueule, et l'autre est bougonneux, solitaire et lourd d'un passé, de ses erreurs, et etc. Fait qu'ils vont se battre entre eux une couple de fois avant de finalement accepter de travailler ensemble. Et la question était, est-ce que Disney oserait faire un film plus sérieux, plus dans la ligne des premiers Deadpool, soit vulgaire et violent? Oui, c'est ça. Je savais pas que c'est ça que tu appelais sérieux, là. Est-ce que donc Disney a osé? Est-ce qu'on est servi? Oui, je pense que oui, parce que non seulement ils ont laissé faire, mais ils ont laissé rire de Disney et du MCU, et il y a quelque chose de extrêmement actuel et contemporain à ce film-là. Il y a des pointes à Mad Max, à Furiosa, aux Mignons, à les films qui sont... Mad Max, c'est plus vraiment à l'affiche, mais les films qui ont joué cet été, on est très contemporain. Je sais pas si c'était le premier pitch ou si... En cours de route, disons. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Puis il est avec son masque, hein, fait que tu peux comme redoubler des affaires un peu facilement, là, si tu veux. Là. Entrée, scène de joke, t'as comme 8 secondes pour remettre un liner, là, etc. Mais... Bref, j'ai vu des premiers échos qui sont un peu négatifs et je suis pas totalement d'accord avec ça. Je suis pas, c'est-à-dire que c'est pas le film du siècle, c'est pas le... tu sais, Deadpool est toujours à part, c'est-à-dire que c'est pas un film comme les Avengers puis cette suite-là, tu sais, c'est la meilleure parodie de film de super-héros, mais qui se prend au sérieux en même temps. C'est-à-dire que c'est pas du cabotinage. Les effets sont là, il y a du budget à l'écran, on essaie des plans hot. Le générique d'intro est assez créatif et ultra sanglant pour nous montrer non, nous autres, on le garde notre R-rated puis on aime ça. Tu sais, c'est un festin de caméos. Puis plus vous les gardez secrets, plus c'est excitant quand vous allez le voir. Ça rappelle... Tu sais, c'est un visionnement, c'est un film qui gagne quand même à être vu rapidement, je pense, là, avant ou exempt de tout spoiler, c'est-à-dire, puis on n'en fera pas, on ne donnera pas les noms qu'on voit là-dedans, mais tu sais, il est allé jouer dans les cartons de c'est qui les vieilles faces qu'on a oubliées, puis qu'on peut ramener, qu'est-ce qui est des jokes dans le MCU, c'est-à-dire que le monde se moquait de ça, ben nous, on va le remettre, puis on va l'embrasser, tu sais, puis des fois, littéralement. Fait que, mais écoute, ça se poignarde dans la fourche, puis ça slappe les fesses, puis ça fait des jokes de sodomie. Là. C'est ça, tu sais. Ben, c'est Deadpool. Il faut comprendre. Mais il est-tu de même en BD aussi à ce point-là? Ou il l'a quand même mis sur le 110? Non, je pense qu'au fil du temps, il y a des itérations assez salaces, effectivement. Fait que c'est ça. Alors, sachez que vous n'allez pas voir Spider-Man loin de là. Non, c'est ça. D'ailleurs, certains que j'ai vu aussi commentaires passer sur des réseaux sociaux, on n'est pas comme Avengers ou le dernier Spider-Man. Oui, mais en même temps, c'est pas ça Deadpool. On est dans l'ironie, dans le cynisme, dans les jokes vulgaires. Il brise le quatrième mur, on se moque de tout. Puis c'est sûr qu'on peut pas avoir un arc narratif aussi dramatique que l'étaient ces deux films-là, ou Avengers, là, ou Logan. C'est ça, tu clores vraiment un arc narratif d'un personnage établi depuis longtemps. Ce n'est pas voulu non plus. Alors, est-ce que, en termes de marchandises, est-ce que ce duo-là, à l'écran, livre la marchandise? Moi, absolument. Oui, j'ai c'est ça. passé un très bon temps. Je dirais qu'on est plus dans la comédie légère de Thor Ragnarok ou Thor Love and Thunder. Écoute, on s'amuse de tout, on se prend pas trop au sérieux, mais c'est bien fait. Écoute, il y a des one-liners, il y a des répliques vraiment très drôles. Et vraiment la chimie entre les deux de Ryan Reynolds et Hugh Jackman, qui sont de très bons amis dans la vie. D'ailleurs, c'est pour ça que Jackman est revenu prendre le rôle sur l'instance de Ryan Reynolds. Et écoute, leur chimie est indéniable à l'écran. Mais ça fait plusieurs années aussi qu'ils se narquent avec leurs alcools. Là, le gin versus... c'est du scotch qu'il y a, je pense. Ça se peut, le gin Aviator, ça, je sais que c'est Reynolds qui est attaché à ça, mais il me semble que c'est un scotch Jackman qui a quelque chose comme ça. Donc, écoute, grand plaisir à l'écran, ça se voit, une histoire qui se peut, qui révolutionne rien dans les films de super-héros, mais qui fait la job, honnêtement. J'ai bien aimé la méchante aussi, jouée par Emma Corrin, qui jouait la princesse Diana dans The Crown. Très intéressante.
Fait que vous allez vous amuser, écoutez, c'est ça. Moi, je suis très content. Je pense que c'est un retour en force des films Marvel. Je pense avec consensus que les dernières productions avaient été un petit peu décevantes. Je pense que c'est la même chose d'à côté du côté comme du on parlait aussi, des Russo aussi, il faut qu'ils trouvent faut qu'ils se retrouvent un axe, là, une ligne où aller, puis qu'ils laissent tomber une couple de films parallèles. Puis oui, vous avez plein de propriétés intellectuelles, mais même en BD, ils n'ont jamais réussi à toutes les mettre ensemble. Fait que comment tu réussirais au cinéma dans des films de 2 heures? C'est la même chose en BD aussi. C'est pas tout leur série BD qui fonctionne autant. Là. Fait que je pense qu'évidemment, de recadrer ça, faites quelque chose de plus intéressant, de plus spécial pour le cinéma, justement, quelque chose d'événementiel. Je pense que les gens vont embarquer. D'ailleurs, les préventes du film sont astronomiques. Là, fait que ça va être dans les gros. Est-ce que ça avait fait quoi les autres en. Les Deadpool, c'était à peu près 120-130 millions quand même. Mais là, je pense qu'on va peut-être aller dans le 150. Puis on parle même de 200. Ça serait pas impossible. Écoute, moi, du gros plaisir. J'ai eu le sourire fendu tout le long. À voir, vraiment, un cinéma dans une salle pleine, le monde rit, applaudisse. Ça m'a vraiment rappelé, tu te dis, c'est pas le même scénario, mais tu sais, le Spider-Man No Way Home, quand il est sorti. Des crowd pleasers. Ouais, c'est ça, parce que c'est des caméos, puis tout, mais là, il peut y en avoir à l'infini là, dans ce film-là. Vous allez vous faire surprendre, mais c'est ça. Fait que c'est ça le film. Fait que soyez pas surpris, soyez pas déçus. C'est ça. C'est ce qu'on veut voir ici. Sean Levy, c'est drôle parce que ses 2 derniers films avaient travaillé avec Reynolds, donc sur Free Guy et Adam Project. Mais j'avais oublié qu'il avait aussi travaillé avec Jackman dans Real Steel il y a quelques années. Fait que, tout ce beau trio canadien-là, et même québécois, Levy, c'est un anglophone de Montréal. Oui, tout à fait. Fait que Power Canadian, le trio d'une équipe canadienne, finalement. Fait que ça, c'est très cool. Je suis très content pour Sean Levy, justement un gars de chez nous, quand même réussir à faire un film de cette envergure-là. Et puis, écoute, à noter quand même qu'on retrouve Dogpool. Ça, c'est pas un gros spoiler. Dogpool qu'on a déjà vu dans les BD, mais écoute... Le chien, c'est ça quand même. C'est comme un chien qui devrait pas exister. Là, il a gagné justement le prix du plus laid chien d'Angleterre l'année dernière. Alors je pense que ça a dû être Reynolds a dû tomber là-dessus, puis je pense que le film a été tourné à Londres justement, fait qu'ils ont dit il faut l'incorporer. C'est un croisement de caniche puis d'affaires Intimoak, la grande langue sortie, là, ces chiens-là qui sont comme. C'est une horreur, mais tellement drôle. Et justement au générique vous allez voir 2 des enfants de Ryan Reynolds, donc c'est j'ai nommé. C'est Olin et puis Inez. Parce qu'on se demandait justement est-ce que c'est les enfants. Alors, on les a vus au générique. Inez fait le kid Deadpool et Olin fait le baby Deadpool. Vraiment. Alors, une famille, un truc de famille. Ça, je trouve ça cool aussi. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu Ryan Reynolds, justement. Je pense que c'était hier ou avant-hier, je me rappelle pas avec quel média que c'était entretenu, mais il avait parlé de son premier concept, en tout cas un des concepts pour le film pour ce film-ci. C'était de vouloir faire un faux film qui annonce là, vraiment qu'il fait un film avec Hugh Jackman, puis c'était comme un film policier, puis le concept, ça serait comme 2 policiers qui partagent un cerveau. Enfin, vraiment quelque chose de série Z, là, de mauvais. De le présenter comme ça, tout faire la publicité comme ça, puis là, genre 5 minutes dans le film, tu parles le générique, c'est Marvel, c'est Deadpool, puis tu présentes ton film. Sans jamais avoir annoncé que c'était Deadpool. Ça marcherait là, le jeudi soir, ça breakerait, genre, what, c'était ça? C'est ça, il dit que genre, premier week-end, première journée, tu vas peut-être même pas 1 million parce que personne va aller voir le film. Là, le bouche à oreille va se passer dans les prochains jours. Là, tout le monde tous les cinémas qui ont genre booké cette affaire-là dans ma petite salle. Puis là, finalement, c'est Deadpool. Fait que, écoute, tu penses que ça a été extrêmement audacieux que Disney embarque. C'est une très bonne idée, mais pour un film qui coûte 250 millions, ça, c'est comme, tu fais pas ça. Mais les comptables vont dire non, fausse bonne idée. Écoute, on fera jamais ça. Mais ça avait juste prouver à quel point il est vraiment le sens du marketing, ce comédien-là. C'est génial. Fait que bref, Deadpool et Wolverine, je pense qu'il risque d'être le gros film pour les mois à venir.
Et une double victoire pour Disney qui suit Inside Out 2. Oui, c'est vrai. C'est le gros été. Les fortunes peuvent changer rapidement à Hollywood. Allons complètement ailleurs. Oui, puis ça, c'est sans oublier, petite parenthèse, mais A Complete Unknown qu'on parlait au début, c'est un Fox Searchlight. Oui. Fait qu'on pourrait boucler l'année en allant racler une coupe d'Oscar dans toutes les facettes là, de... Ouais, puis tu sais, Inside Out 2 va gagner l'Oscar du meilleur film d'animation. Ben oui, ça peut pas être autrement. Donnez-y tout de suite. Là, oui, c'est déjà fait. Alors, est-ce que le trio permettra aux gens de revenir au cinéma? Parce qu'on sait qu'au Québec, il fait très beau, très chaud. C'est tout le contraire de l'année passée avec la pluie et le phénomène Barbenheimer. Oui, c'est vrai. Là, on a le trio Deadpool, Wolverine et Ricardo Trogi. Est-ce que ce trio aura la puissance pour amener le monde? Ça serait quoi, la Pool OG ou Dead Trogi? C'est un peu... Ah, j'aime ça. Ricard Pool. Bref. 1995 prend l'affiche mercredi 31 juillet, le 4e film de cette tétralogie. C'est ça, je me demandais, est-ce qu'après on devrait arrêter de les compter puis l'appeler l'espèce de Ricardologie ou la Trilogy. Trilogy. Ben non, Trilogy, ça fait 3, ça fait Trogilogy, mettons. En tout cas. Qu'est-ce qui se passe ici? On est en 1995. Le jeune Ricardo, toujours incarné par Jean-Carl Boucher, tente de s'intégrer comme travailleur dans la société normale à titre d'espèce de vendeur ambulant de livres. Mais là, à peu près, il y a 25 ans, il reçoit un appel de la course Destination Monde. Sa candidature est retenue et il va aller partout à travers le monde réaliser des courts-films. La course Destination Monde a existé de fin 80 jusqu'à fin 90. C'est à peu près un genre de 10 ans. Des fois, des variations européennes et autres. Il y avait différentes moutures, mais... Puis, dans le fond, c'est qu'on envoyait une poignée de jeunes cinéastes à travers le monde. Ils voyagent à peu près à toutes les semaines, ils changent de place et ils réalisent des courts films, pas nécessairement documentaires, fiction, ce qu'ils veulent. Ouais. Ils envoient ça, puis là, les païens écoutent l'émission de télé à Radio-Canada. Puis là, il y a des juges qui disent « Ah, ça, c'est un bon film, c'est un moins bon film. Il a fait ça, il a fait X affaires. » Puis eux continuent à voyager puis faire le tour. Fait que ça a été formateur sur plein de cinéastes. Les plus notables, c'est Trogi, c'est Denis Villeneuve, mais il y en a aussi qui sont pas des cinéastes nécessairement. Anne-Marie Cadieux a fait ça. Ah ouais, Anne-Marie Cadieux? Oui, Patrick Masbourian. Une autre, Patrick Masbourian, Guy Nantel. Jean-René Dufort. C'est vrai. Fait que, non, beaucoup de gens qui sont passés par La fin du monde. François Péloquin, qu'on avait vu pour La fonte des glaces ce printemps aussi, il avait fait ça. Bref, fait que ça a marqué bien du monde. Fait que ici, dans cette aventure-là, on va se concentrer surtout à son passage en Égypte, où un film va lui donner beaucoup de fil à retordre. De fil à retordre, merci, j'ai oublié l'expression. Alors, des problèmes techniques de casting, de sujet, parce qu'il va décider de parler de l'excision, qui est quand même, on va comprendre, un sujet touchant, mais un sujet tabou, extrêmement tabou là-bas. On le fait, mais on n'en parle pas. Voilà. Fait que, qu'est-ce qu'on... Mettons qu'on compare rapidement, tu sais, 95 là-dedans. On a le même ton, c'est Jean-Carl Boucher qui joue très bien ça, cette espèce d'humour pas facile, mais bon enfant, puis réconfortant. Je trouve que ça s'écoute bien, on rigole bien. La voix off, la narration faite par Trogi lui-même, avec ce même ton où il aime bien se moquer de lui dans le passé et s'avouer qu'il est un peu niaiseux. Fait que c'est un héros qu'on aime parce qu'il y a autant de défauts que de qualités. T'sais. Il est attachant puis il veut bien faire, mais il se met les pieds dans les plats à sa manière. Va ressortir de toute cette aventure-là un certain apprentissage, oui, très technique dans le cinéma, mais aussi des relations avec ses parents, des relations à distance. On le voit évoluer avec des cartes postales qu'il écrit à son amour, la fille qui est amoureuse, puis que lui aussi va réfléchir à tout ça, à sa façon de percevoir ses relations personnelles. T'sais. Ben oui, alors c'est un sujet peut-être encore plus personnel, peut-être? Oui, je pense que oui. C'est pour le personnel. Pas juste par le cinéma, mais vraiment par, on dirait, ce qu'il avait besoin de régler. Oui, sa démarche artistique, de voir le monde, tout ça. Fait que ce que j'ai apprécié, c'est qu'on est ailleurs. Autant j'avais apprécié la première trilogie qui est plus centrée vraiment sur
les premiers amours et tout ça. Là, on s'en va vraiment sur en fait, l'argent puis l'amour, c'est pas mal ça, les premiers films. Là, préoccupation des gars de 12 à 18 ans. Là, ça tourne pas mal autour de ça. Fait que là, on va ailleurs. C'est intéressant. Et je trouvais que c'est... on comprend qu'il n'a pas tourné vraiment en Égypte et tout ça, mais... Ben, une partie. Je pense que c'est au Maroc. C'est pas au Maroc qu'il a tourné, je pense. T'as raison, excuse. Mais c'est pas en studio à Montréal. Là, non, c'est ça. Fait qu'il fait quand même un certain budget pour tourner à l'extérieur, ce qui est quand même rarissime pour des films québécois. Fait que je trouve que ça paraît bien à l'écran, honnêtement. Je trouve que visuellement, c'est intéressant. On a vraiment l'impression d'être dépaysé. On sent bien ce dépaysement-là, avec le casting étranger aussi. Ouais. Fait que toujours très sympathique. Écoute, c'est pas mal en continuité avec les bonnes autres idées de mise en scène aussi. On parlait avant là, de la scène à la tour de Radio-Canada et tout. Lorsqu'il sort, il apprend finalement qu'il est choisi. Non, c'est ce qui est chouette. Ricardo Trogi, je trouve que visuellement, c'est un réalisateur qui est toujours intéressant. Chacun de ses films. Il n'est pas de tape à l'œil, mais il y a des bonnes idées qu'il apporte au récit. Oui, vraiment. Et puis, écoute, Jean-Garde Boucher, ça doit être comme un trip d'une vie que tu incarnes un personnage sur le premier film, c'est 2009. Ouais. Fait quand même, 15-16 ans de ta vie, tu revisites ce personnage-là au fil que lui-même vieillit en plus. Oui, c'est ça, parce qu'il y a à peu près juste 4... Ben là, c'est parce que ça change, là, mais il est rendu, lui, à 29, mais dans le film, il a 25. Il a tout le temps un 3-4 ans plus vieux que... Fait que c'est ça, avec lui, il a incarné, il avait 12-13 ans à l'époque. Fait que c'est pas comme non plus être James Bond à 25 ans puis tu l'as à 60. Là. Ouais. Fait que t'as vieilli avec ce personnage-là. Fait que ça doit être quand même assez intéressant pour jouer. Puis lui aussi est dans le monde du cinéma d'une certaine façon. Finalement, il a fait un premier film, là, Flashwood, puis il est en train de travailler d'autres affaires. Il est comédien. Il fait que ça le place d'une drôle de manière. Pas juste le personnage puis le film une fois fini, mais tout le processus de tournage et de faire un film, etc. Fait que, fait que, écoute, c'est bien à la hauteur. Écoute, ça demeure pas mon préféré. Je pense que ça reste 1987. Ouais, c'est pas mal le plus drôle, 87. Ouais, puis tu sais, c'est l'adolescence. Moi, ça évoque tout ça, le récit d'apprentissage de cette époque-là. Quand tu faisais des larcins puis tu volais. Ouais, tout à fait. Ma vieille vie que j'ai laissée derrière. Mais écoute, vous avez aimé les autres films, vous allez adorer. Puis si vous avez même pas vu les premiers, vous n'êtes pas obligé non plus. Ça s'écoute très bien. D'ailleurs, c'est conçu comme ça. C'est ce qu'il mentionnait aussi. Chacun peut s'écouter indépendamment. Ouais, de la porte d'entrée de quelqu'un. Ben, c'est ça, vers les autres. Fait que... C'est juste que c'est vraiment dans les deux premiers, évidemment, qu'on voit le plus le rôle de ses parents. Parce qu'à partir de 91, il est en voyage, il est à l'international. Fait que c'est par des coups de fil et des choses comme ça, des scènes de famille au début ou en fin de film. Mais elles sont plus au cœur du récit comme 81 et 87. Bref, fait que dès le 31 juillet, courez voir ça en salle. C'est aussi une très belle sortie d'été. Je trouve que le timing est bien choisi pour ça. Là. Oui, puis ce genre de film, c'est vraiment... Je sais que les ados vont apprécier aussi. C'est accessible. Mais si on repense un petit peu à cette fameuse série de films-là, le premier était sorti comme en septembre-octobre. C'est du cinéma d'auteur, mais qui a réussi à rejoindre le public. Fait que le premier avait pas fait 3 millions, puis ça a pris du temps. C'est devenu plus culte. C'était quand même une époque où on consommait encore les DVD, toutes ces choses-là. Fait que quand il a sorti 87, là, c'est sorti à l'été, puis ça a été dans les premiers gros hits et tout. Puis aussi, Trogi il n'y a pas de plan là, d'en faire 4, 5, 6, 7, de dire je vais vous compter toute ma vie, quoi que ce soit. Il y avait 81 qui voulait faire, puis etc. Puis c'est sur le tournage qu'il a pensé au suivant, puis c'est toujours comme ça. Au début, il n'a jamais l'intention d'en faire un autre. Puis à me dire je pense que ça serait un bon film, j'ai une bonne idée à parler d'eux. Puis dans le fond, tant qu'à prendre, c'est que ça, on le voit un peu dans le 91 quand il y a des cours de cinéma, partez toujours de vous. Vous connaissez plus vous que vous connaissez un Star Wars ou une affaire de même. Fait que il part de là, mais il le garde sur lui, puis il accepte de se moquer de lui-même. Puis finalement, quand tu pars du personnel, des fois, il y a de l'universel là-dedans, finalement. Voilà. Fait que, puis tous ces films ont joué dans plusieurs pays aussi, etc. Le 91, je l'avais entendu en podcast qui comptait qu'ils ont fait des présentations en Italie là, devant des enfants puis des choses comme ça. C'est cool. Même pas 91, 81. Littéralement le premier, parce qu'il est comme plus familial vu que c'est un enfant. Fait il était sous-titré en italien, puis vu que lui est d'origine italienne, il était dans sûrement plein de programmes là, avec des consulats et des affaires dans le même. Fait qu'il a voyagé grâce à ses films au tournage, mais en diffusion aussi. On a fait un épisode spécial où on a pu parler à l'équipe du film, donc Ricardo, Jean-Carl et Sandrine. C'est que toi, tu as eu le bonheur. Oui, c'est ça, c'est moi le chanceux. Moi, toujours le balado, nous.
Fait que ça va être en ligne, probablement, je vais le mettre, je pense, le 31, littéralement, là, quand le film sort. Surtout que, comme là, on l'a dit, là, on va prendre deux semaines de congé à peu près, fait que ça va faire quand même du matériel à écouter si vous avez peur de vous ennuyer de nos voix radiophoniques. Les autres sorties cette semaine, on est dans un peu le counter-programming, la contre-programmation, surtout par rapport à Deadpool, là, donc les sorties du 26 juillet. La comédie Chasse gardée, comédie française de Frédéric Forestier et Antonin Fourlon. C'est une famille parisienne qui, maintenant avec leurs 2 enfants, sont écœurés de leur petit appartement. Il y a du bruit, il n'y a pas d'enfants pour les filles, ils dorment dans le divan-lit. Et ils découvrent une super belle offre, mais pas en banlieue, mais vraiment en campagne. Une espèce de grand terrain, grande maison, il y a de la place pour tout le monde, puis ça vient même avec un gros boisé. Mais le boisé, il y a une servitude, fait qu'il leur appartient, mais ils n'ont pas le droit d'empêcher les gens d'aller, puis de cueillir des champignons, puis des choses comme ça. Mais là, coup de théâtre, ce qu'ils apprennent, c'est que en fait, tout le village chasse dans ce boisé-là. Okay. Et la chasse, c'est dure genre 5 mois par année. Fait que ça devient vraiment un enfer. Fait que ça part une guerre entre eux et les chasseurs. Et ils sont pas capables de faire annuler la vente de la maison, et etc. Fait qu'on se moque des deux, des citadins qui pensent tout savoir, des pecnos de banlieue. C'est pas un film qui va juste encourager puis encenser la chasse, mais c'est comme, regarde, ça existe, puis il y en a qui chassent puis qui mangent de même. Mais aussi, on se moque de leur gang, c'est ce qui anime un village. J'écoutais le film puis je pensais comme... il aurait pu avoir une version québécoise de ce film-là aussi, là, vraiment axée là-dessus. Les films de chasse qu'on a eu souvent sont plus dramatiques qu'autre chose à date, si on veut. Il y a la version Arsenault et Fils, mettons, là, qui est excellente d'ailleurs, plus thriller. Mais l'espèce de comédie, là, elle a été faite un peu ici du côté des Français. Ça met en vedette Camille Lou, Hakim Djemili, qui sont des acteurs très établis, mais qu'on connaît un peu moins ici, des jeunes acteurs, ceux qui font le couple. Mais Didier Bourdon, qui est le... c'est pas du tout le maire du village, mais c'est l'espèce de chef des chasseurs, si on veut. Une belle gueule de comédie. Il y a Thierry Lhermitte également. On le met beaucoup dans la promo, mais c'est plus comme un genre de caméo. Okay. Honnêtement, c'est pas un film avec Thierry Lhermitte. Il est là probablement 5-10 minutes dans le film, mais il est très bon dans ce genre de rôle. Puis ce qui arrive avec son personnage est très intéressant. C'est pas un chef-d'œuvre du cinéma, mais si vous voulez une comédie... détente. Ouais, c'est ça. J'aurais dit française, mais c'est plus comédie francophone parce qu'il y a des concepts que on pourrait mettre là, entre Montréal puis Saint-Machin à Thetford Mines ou quelque chose comme ça, puis ça s'appliquerait aussi. Là. Fait que c'est ça. C'est pas juste un des camps qui est attaqué. C'est un peu les deux, mais ça va pas vous revirer de bord, mais vous allez rire un peu, je pense. Dans ce film... c'est tout pour... Il n'y a pas beaucoup de sorties cette semaine, c'est tout. Il y a quelques films qu'on va manquer... peut-être qu'on en reparlera après. On se fera un méga épisode Blitz, tout ce qu'on a vu. T'as pas vu Twisters, toi, d'ailleurs, effectivement, encore. Ouais. Mais là, bon, on l'avait couvert quand même la semaine dernière avec Francis. Juste vous parler de La Femme cachée, qui est un prochain film québécois qui va sortir aussi le 9 août. Oui, vendredi 9 août. Qui met en vedette Antoine Bertrand, qui est aussi une coproduction France-Québec, comme on disait. Je dis aussi à cause qu'on parlait de Berger, par exemple. Alors qu'ils attendent leur 2e enfant, un couple, donc entre une Française d'origine arabe et un Québécois. Leur premier enfant est une petite fille qui se porte à merveille. Et là, leur 2e enfant va être un garçon. Et ça vient vraiment chavirer la dame. Fait qu'elle décide de retourner en France, disons, voir sa famille, puis régler son passé, comme on dit. Sauf qu'elle avait jamais dit à son conjoint qu'elle avait une famille. Lui, il pensait qu'elle était quasiment orpheline puis qu'il n'y avait rien. Fait qu'il va y aller avec elle. Puis chaque rencontre va être Ah ben, je savais pas ça. Puis qu'est-ce qui se passe ici? Et c'est un drame, là, on s'en cache pas. Mais très bon. Antoine Bertrand est excellent. J'ai oublié de noter la comédienne aussi et tout le monde. Fait que je vous recommande chaudement ce film-là. Je sais pas si on va avoir l'occasion de le recouvrir. Mais on devrait avoir aussi des épisodes spéciaux. On va avoir des épisodes spéciaux, mais qui ont été réalisés par la production du film, donc plus d'interviews avec des artisans du film, des scénaristes. Je pense que ça vient d'un livre, je suis plus certain de ça exactement. Fait que ça va être diffusé sur le canal Balado. Abonnez-vous, peu importe où vous écoutez le film, abonnez-vous au feed pour avoir ça. Fait que ça, on va diffuser ça d'ici notre retour, parce que le 16 août, des films que toi t'attends, Alien Romulus. Bien sûr. Moi aussi, mais je le mets dans ta cour parce que t'es plus marqué par les aliens, mais... effectivement, écoute, j'avais été très déçu par les affronts de...
Alors, j'espère qu'on va corriger. Prometheus, j'avais trouvé ça intéressant d'une certaine façon, mais après, l'autre, c'était comme, je voulais y croire. Puis j'étais comme, OK, mais là, le troisième, il va peut-être racheter. Puis c'est comme, il n'y en a même plus. Puis, non, c'est ça. Prometheus, c'était prometteur. Puis après ça, Covenant était à se cacher. Oui, tout à fait. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on revient plus, je pense, aux deux films qui sont les plus appréciés. Le premier film original et la suite de Aliens par James Cameron. Donc, c'est entre les deux. Ouais, c'est ce qu'on appelle un requel. C'est la suite. Okay. Sequel, reboot, un petit peu. Il y a ça, mais grosse semaine le 16, parce qu'il y a Jour de chasse qui pique ma curiosité. Premier film d'Annick l'affiche est quand même cool. Moi, j'aime bien l'affiche. Tout à fait. Et avec Tout est dans tout, Naïma Ricci, qui n'en a pas vu depuis Antigone. Et Le Comte de Monte Cristo, qui est sorti en France et qui fait un tabac. C'est ça, par à peu près la même équipe que le diptyque des Trois Mousquetaires. Mais là, c'est les scénaristes de La Pételière et machin qui réalisent cette fois-ci. Un bon 2h50, là, je pense. Là, c'est une bonne brique à adapter. Fait qu'avec Pierre Ninet, bien hâte de voir ça. Ça va nous faire une grosse semaine quand on va revenir de visionnement. Mais avec enthousiasme, nous verrons et nous en discuterons pour vous aiguiller dans le bon film et que vous ne manquiez aucun film à voir sur grand écran. Bref, contactez-nous quand même. Peut-être que le délai de réponse va être un peu plus long. balado@monciné.ca et procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné avec la belle face de Ricardo Troggi et son odieuse casquette des Yankees de New York. De le magazine de cet été, de Mon Ciné, en version physique dans votre cinéma favori de la province ou en version numérique au monciné.ca. Sur ça, vous souhaite bon cinéma, bon popcorn et si jamais vous devez tourner des films à l'étranger, apportez-vous donc tout de suite une caméra de rechange. Ça va vous éviter bien des problèmes.